want to watch that hand seem like too brief. Yay, guys. I know. It's okay. Come mai nel poi? Assalamu alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, il est important que je revienne sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Il s'agit en fait de la loi sur les 11 vaccins. Vous allez comprendre en fait pourquoi est-ce que j'ai mis plusieurs mois avant de pouvoir la faire. Toutes mes recherches en fait ont débuté à partir d'une vidéo qu'a fait Madame Farida Belgoul, qui aujourd'hui est devenue une grande amie à moi, une personne que je considère comme ma grande sœur, et qui justement se bat au quotidien, qui s'est battue d'ailleurs pour faire en sorte que la théorie du genre ne s'impose pas à l'école, mais pas simplement, elle fait en sorte aussi que la méthode globale ne soit pas enseignée à nos enfants, afin qu'ils aient un meilleur apprentissage de la lecture. Cette femme qui a été jusqu'à perdre des plumes se bat au quotidien pour nous alerter sur les dangers que l'on fait courir à nos enfants, du fait que l'on ne se renseigne pas sur des sujets clés qui peuvent en fait influencer l'épanouissement qu'ils auront au cours de leur vie, et notamment leur jeunesse. Je fais une courte introduction sur cette femme pour que vous compreniez que cette lutte pour vous informer est devenue très difficile. Elle est passée par des procès, elle a eu une forte amende, plus de 30 000 € qu'elle doit payer de sa poche. Une amende qui a été d'une pure injustice parce qu'elle paye pour la personne qui est réellement coupable. En fait, si j'insiste sur elle, c'est parce qu'aujourd'hui, comme on peut voir, Tariq Ramadan a récupéré plus de 100 000 € alors qu'il est accusé, après je ne sais pas s'il est coupable ou pas, il est accusé d'avoir violé des femmes. Elle, qui a 30 000 € à payer, elle en est aujourd'hui sur sa cagnotte Litchi à 5 000 €. Et ça fait déjà plusieurs mois que cette cagnotte elle existe. Aujourd'hui, je ne fais pas en fait une publicité sur sa cagnotte, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Je donne simplement mon ressenti qu'il est important aujourd'hui de prioriser et de vraiment en fait prendre le temps de regarder qui lutte pour vous et qui en fait ne fait que du bruit. Cette femme, aujourd'hui, elle a été laissée par tout le monde. Mais ce n'est rien. Elle continue de lutter et je vous laisse écouter cette vidéo qui lui a encore valu de prendre des foudres de partout. Dans un vaccin, figurez-vous qu'il y a du poulet, des embryons de poulet. C'est-à-dire qu'on aura des avortements de poulet qui vont servir à la composition de ce vaccin. Il va aussi y avoir du chien dans le vaccin, des reins de chien et des reins de poulet. Il va y avoir de la souris, on y prendra des éléments constitutifs de son cerveau, et puis du rein de singe vert. Moi, j'ai jamais vu de singe vert de ma vie, mais a priori, moi qui descends d'Adam et Ève et pas d'une guenon, j'ai un peu de mal à me dire qu'à partir de maintenant, je vais me faire injecter à moi ou à mes enfants ce qui est constitutif du singe et du poulet et du chien et de la souris. Je vous disais en fait qu'elle s'est pris des foudres de partout. Et notamment en fait le monde des décodeurs, vous connaissez. C'est ceux qui en fait disent que... qui en fait épluchent tout ce qui est fausses informations. Et ils ont dit que Madame Farida Belgoul était une menteuse. Mais bizarrement, dans leur exposé, dans son exposé, le journaliste a fait quoi? Il a dit exactement ce que Madame Farida Belgoul disait. Qu'il y a bien du chien, du singe, du bœuf, du poulet, et j'en passe. Maintenant, pour être clair sur le sujet, qui a raison et qui a tort? Bien que le monde aille dans le sens de Madame Farida Belgoul, prenons la parole d'un expert. Prenons Jean-François Saluzzo, qui est à l'heure actuelle patron de la production des vaccins de Sanofi. Écoutez, durant 5 minutes, parce que j'ai fait un petit medley, c'est un cours qu'il a donné d'une heure. J'ai fait un petit medley de 5 minutes sur ce qu'il nous dit de la composition des vaccins. Donc, enfin, d'abord, c'était pas du tout un congrès, c'était un cours que je faisais au Val-de-Grâce qui a été piraté. Je sais pas comment c'est venu dans les médias. Enfin, ça, c'est pas un problème. Et effectivement, je disais très clairement un point important. Pour ce qui est en particulier des virus, ce sont des cellules eucaryotes, c'est-à-dire que les vaccins sont produits sur des cellules. Alors, tout ceci, dans le cas des vaccins viraux, il faut bien comprendre, c'est qu'il s'agit du vivant.
Et donc, tout ce qui va servir à cultiver un virus, par exemple, peut être source de danger. Quand vous utilisez, par exemple, du sérum de veau, eh bien, vous devez être sûr qu'il n'y a pas un risque que le sérum de veau apporte un virus, apporte de la BSE dans les vaccins, car c'est du vivant. Donc, vous allez l'incorporer dans votre vaccin et vous risquez de l'avoir au final. À tout moment, il y a un risque d'introduction d'agents contaminants dans le vaccin par l'intermédiaire des techniciens. Nous avons eu dans les années 60 un drame qui s'est produit, c'est-à-dire que des cellules de reins de singe étaient contaminées par un virus qui s'appelait le SV40, qui est un virus tumorigène, qui induisait des cancers chez les hamsters. Et on a découvert que ce virus contaminait les vaccins, et notamment les vaccins utilisés chez les enfants. Ça a fait 60 millions d'Américains ont reçu ce vaccin tumorigène. Par chance, il s'est avéré qu'il n'était pas adapté à l'homme. Mais ça avait été une grande crainte, et depuis cette date-là, 60, c'est l'obsession permanente qu'ont les industriels qu'une catastrophe identique puisse arriver. Ça s'est reproduit, ça se reproduira, des agents contaminants. Très récemment, on a découvert dans le vaccin rotavirus de JSK, un circovirus d'origine porcin. Par chance, encore une fois, ce circovirus n'était pas pathogène par l'homme, il avait été apporté par une matière première, en l'occurrence la trypsine. Il faut penser tout ce qu'il y a autour, le sérum qui a servi à produire, la trypsine qui a servi à découper les cellules, ou encore la cellule qui elle-même, d'origine aviaire, peut apporter quelque chose imprévu. Dans le cas des vaccins aviaires, il y a eu le problème avec la fièvre jaune qui était contaminée avec un virus de la leucose aviaire. Ça a été également un drame. Par chance, encore une fois, 400 millions de personnes ont reçu ce virus de la leucose aviaire vivant, qui s'est multiplié chez l'homme, mais par chance, il n'était pas pathogène. Oui. Eh bien, il y a des milieux qui sont très complexes, parce que vous savez que les bactéries ont des milieux assez complexes. Par exemple, l'hémophilus, eh bien, il faut du sang, hein, de l'hémine, du sang d'origine bovine. Alors, vous imaginez, quand on s'est aperçu qu'il y avait la BSE et que dans nos milieux de culture, il y avait du sang d'origine bovine, ça a été la catastrophe. Il a fallu changer et créer un milieu synthétique, une hémine synthétique. Ça a coûté une fortune pour changer ce milieu. Il y a les tissus, c'est-à-dire qu'au départ, on prenait un fragment d'embryon de poulet, on le découpait, on le mettait en culture, puis ensuite ça s'est évolué. Il y a eu les cultures de cellules primaires, les cellules diploïdes, qui ont permis le développement des vaccins, les cellules diploïdes, c'est-à-dire des cellules normales qui sont issues de fibroblastes suite à un avortement thérapeutique embryonique, et on met ces cultures et on peut les avoir pendant assez longtemps. Et puis il y a également des cellules hétéroploïdes. Alors la cellule hétéroploïde a été une étape essentielle, mais pose encore énormément de questions. Ça aussi, c'est une réflexion qu'il faut avoir. Par exemple, la cellule MDCK. La cellule MDCK voudrait être utilisée pour la production du vaccin contre la grippe. C'est un excellent support de production du vaccin contre la grippe, mais elle est tumorigène. Et le grand débat philosophique qu'il y a, peut-on utiliser une cellule tumorigène pour faire un vaccin destiné à des enfants? Je vous raconte une petite histoire. Dans les années 60, il s'est passé une histoire extraordinaire. Il y avait une dame qui s'appelait Henrietta Lacks. Et cette dame a été atteinte d'un cancer du col de l'utérus. Elle est allée faire un diagnostic, on a fait un prélèvement et on a réussi à cultiver ces cellules. C'était la première fois qu'on cultivait des cellules à ce niveau-là. Et ces cellules ont eu un énorme succès, c'était appelé les cellules HeLa. Vous avez peut-être entendu parler, H-E-L-A. Donc ces cellules HeLa ont été distribuées dans le monde entier et il s'est avéré qu'elles ont contaminé toutes les autres cellules. Qu'en pensez-vous? C'est effarant quand même ce qu'il dit. Du singe, du bœuf, du fœtus humain, du col d'utérus humain. Fort quand même. Mais au-delà de ça, que nous dit-il? 60 millions de personnes ont été vaccinées, 400 millions de l'autre côté, et ainsi de suite. Quand vous écoutez la vidéo d'une heure, vous vous dites, mais... Ouh, se faire vacciner, faut quand même prendre le temps de réfléchir. Et c'est là où la liberté vaccinale s'impose. Mais c'est pas tout. Dernièrement, je regardais en fait un reportage qui est d'une importance capitale. En fait, c'est pas un reportage, c'est plus une expérience que fait une personne en ligne, un Américain. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle était sous-titrée. Donc j'ai pu voir en fait cette expérience qui m'a laissé bouche bée. Et vous allez comprendre pourquoi après. So I went to Home Depot and I bought a strip of aluminum.
I cut out a small section and drilled a hole about halfway through. This little crater is important because mercury is super annoying, and without it, it would just slide off the plate. Under normal conditions, aluminum is surrounded by a protective oxide layer. Metallic mercury isn't able to penetrate through this barrier, so it kind of does nothing. When I came back, nothing had changed, so clearly I have to use a different strategy. Instead of trying to remove the oxide layer mechanically, I'm gonna try to do it chemically. So I took out all the mercury and I added some dilute hydrochloric acid. The hydrochloric acid quickly reacts with the oxide layer and dissolves it away. This exposes fresh aluminum metal, which also reacts with the acid. I let it go for about a minute and then I get rid of the acid. With the acid gone, we'll start to reform the oxide layer, so it's important to add the mercury quickly. The amalgamation started almost right away, but it's really hard to see. In the reflection, you can see me lean over to get a better look, and I noticed some very small hairs forming between the aluminum and the mercury. In real time, this process is really slow, so I set things up for a time lapse. So the major thing going on here is the combination of the mercury with the aluminum to form the amalgam. Some of the amalgam that forms gets dissolved in the mercury and makes its way to the top. When it gets there, it comes in contact with oxygen in the air and it reacts to form white aluminum oxide. This part of the process is pretty short-lived though, because it quickly gets covered and protected by the oxide. This prevents fibers from growing directly from the mercury, but obviously they continue going out from the sides. This happens because some of the mercury is dissolving into the aluminum. The amalgam here also reacts with air to form the oxide, but the difference is that it doesn't shut itself down. The dissolved mercury can continue to creep along the surface and amalgamate more aluminum. I clean it up with some hydrochloric acid. Then I add the mercury back, but this time, instead of doing things dry, I add some water. This prevents any cool oxide fibers from forming, but I want you to notice is the bubbling that's occurring. Instead of reacting with air, it's reacting with the water here to form aluminum hydroxide and hydrogen gas. In terms of its application, aluminum amalgams are commonly used in chemistry for reduction reactions. As we saw earlier, metallic mercury wasn't amazing at attacking the aluminum, so for these reactions, we usually use a soluble mercury salt. The general idea here is that mercury keeps exposing fresh aluminum, which really likes to donate electrons. A somewhat common but highly illegal use of this reaction is in the production of MDMA. Anyway, I think that's about it for this video. Let me know if you'd like to see me try something else in terms of aluminum amalgams, and tell me some other metals you'd like to see me. En quoi cette expérience est d'une importance capitale? Je ne suis ni médecin, je ne donne pas d'avis médical, je ne suis ni chimiste ou quoi qu'est-ce, mais vous allez comprendre l'enjeu qu'il y a derrière cette expérience. Vous avez entendu parler du mercure, de l'aluminium, de l'acide chlorhydrique. Vous avez vu en fait que ce mélange, ce qui fait des filaments, des cheveux, des fins cheveux de métal, forcément, puisque c'est de l'aluminium mélangé avec du mercure. Plus, vous entendez qu'il fait bouillir l'eau. C'est intéressant quand même. Mais lorsque l'on s'attarde un petit peu sur certaines vidéos, que contient les vaccins? En plus de tout ce qu'il y a du singe, du bœuf, du poulet et autres. Avez-vous entendu parler du thiomerzal? Mercure, qu'il y a dans les vaccins. Montre-lui le flacon de thymérosal qu'on conserve dans un contenant en métal parce qu'on en a un peu peur et parce que c'est une poudre très fine. Ça, c'est du thymérosal. L'étiquette dit très toxique, a des effets cumulatifs, peut endommager les reins, le système respiratoire, la peau et le système nerveux. On mentionne spécifiquement ici que cela peut causer une toxicité de la reproduction et du développement.
ce qui veut dire que cela peut causer de l'autisme et d'autres troubles du développement neurologique. C'est quelque chose d'extrêmement toxique. C'est ce qu'on trouve dans le vaccin. Il est important de se rendre compte qu'il s'agit d'une grande variété de produits. Les vaccins sont importants, bien sûr, parce qu'ils sont injectés directement. Par exemple, ici, on a le vaccin antitétanique. Celui-ci est expiré. Il est daté de 2007. Et voici le thimerosal, une partie par 10 000 comme préservatif. Le plus important aux États-Unis, en tout cas pour ce qui est de l'exposition au mercure, est le vaccin antigrippal. Ce vaccin est maintenant recommandé pour toutes les femmes enceintes, tous les nourrissons et tous les enfants, sur une base annuelle. Tu as le vaccin de l'an passé? Il faut comprendre que le thymérosal n'est pas ajouté à la fin de la production. Une usine ne pourrait pas produire des vaccins sans thymérosal l'an prochain, par exemple. Il faudrait qu'il n'y ait plus de thymérosal dans toute l'usine. Or, on ajoute du thymérosal à toutes les étapes parce que l'usine n'est pas propre ou stérile. Ou bien on aura une usine stérile et coûteuse, ou le thymérosal ne sera pas nécessaire, ou alors il faudra utiliser du thymérosal ou quelque chose du genre. Il faut arrêter ça. Ici, on a le vaccin antigrippal d'Aventis Pasteur, le Fluzone. Thymérosal, 25 microgrammes de mercure par dose. Bien des gens ne sont pas au courant. Moi-même, je ne le savais pas. J'ai dû faire 2000 injections de Rogam dans mon temps. Je m'occupe de vaccination depuis 35 ans. Je ne savais pas que le Rogam contenait du thymérosal. Je crois que bien des médecins ignoraient cela. Ils ne savaient même pas que le mot thymérosal signifiait mercure. On parlait tout à l'heure de mercure, aluminium. Que se passe-t-il avec l'aluminium? Avez-vous vu en fait ce numéro de envoyé spécial qui vous parle justement de l'aluminium dans l'eau? Plus après, vous verrez la petite vidéo qui est passée sur France 3 ou France 2, je ne sais plus, c'est France 3, qui clairement vous dit que la nourriture est infestée par l'aluminium. 8 Français sur 10 ont confiance dans l'eau du robinet. Pendant 8 mois, nous avons parcouru la France pour savoir s'ils peuvent la boire sans danger. Officiellement, tout citoyen a droit à une eau potable sans risque pour sa santé. Officiellement seulement. Car dans de nombreuses communes, l'eau est contaminée. Partout en France, les distributeurs ajoutent de l'aluminium dans l'eau pour la rendre plus limpide. Parfois, en trop grande quantité. Maxi 2320 ? Vous vous rendez compte que la santé de ces gens-là est en danger? C'est incroyable. Vous avez envie, vous, d'avoir une maladie d'Alzheimer? Ben, pas moi. L'aluminium favoriserait la maladie d'Alzheimer. Près de 3 millions de Français ont bu au moins une fois de l'eau non conforme en aluminium. En Charente, à Eure-et-Loir ou en Seine-et-Marne, la population boit une eau interdite pour les femmes enceintes ou les jeunes enfants. On ne peut pas décemment continuer à ouvrir le robinet et avoir la pourriture qui nous sort du robinet. Il y a quelque chose qui est tout à fait intolérable. C'est l'enquête de ce journal, présent dans les aliments, les ustensiles et même les vaccins. Ce métal n'est pas sans risque pour l'organisme. De récentes études montrent qu'il serait à l'origine de syndromes touchant à la fois les muscles et le cerveau. C'est une enquête signée Claudine Gilbert et Yvon Baudin. Dans le cabas de Virginie, pain, fromage, confiserie, crème pour la peau, rien que des produits de consommation courante qui ont tous un point commun. Ils contiennent de l'aluminium. On peut en retrouver dans les farines, dans de nombreux biscuits, des viennoiseries également. On peut en retrouver comme agent d'enrobage dans les bonbons ou les saucisses. On en retrouve également dans les produits laitiers et dans les laits maternels industriels. L'aluminium est autorisé comme additif alimentaire ou comme ingrédient dans les cosmétiques. Mais il peut aussi provenir d'une pollution par l'emballage sans apparaître sur l'étiquette. Dans son enquête, Virginie Bell montre comment ce métal, reconnu officiellement comme toxique pour le système nerveux, a colonisé notre vie quotidienne. Vous avez vu pour l'aluminium? Très bien. Troisième élément, l'acide chlorhydrique. Où est-ce qu'il y a de l'acide chlorhydrique? Est-ce que l'homme sécrète de l'acide chlorhydrique? Regardez. L'estomac possède des glandes gastriques qui sont intégrées à sa paroi.
Ces glandes sécrètent du suc gastrique, très acide, qui dissout les aliments. Le suc gastrique contient l'acide chlorhydrique qui acidifie les aliments et détruit une partie des bactéries présentes dans l'estomac. Et bizarrement, est apparue il y a quelques années une maladie, une nouvelle maladie, que l'on appelle la maladie de Morgeau. Regardez de quoi se composent en fait les symptômes de cette maladie.